émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de 9-2 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2 Partez, c'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et haut-savoyarde. Écoutez, je suis super content de pouvoir enfin vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et comme d'habitude, je serai accompagné de ma co-animatrice, Laurine. Comment tu vas aujourd'hui, Laurine ? Ça va super bien et toi ? Il a fait super beau aujourd'hui, je suis dans un bon mood là. Effectivement, ouais, là les beaux jours reviennent, la température remonte, c'est vraiment sympa. Et on a également Justine avec nous en plateau. Comment tu vas, Justine ? Ça va, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission qui risque d'être encore super. Exactement, là on a un très très beau programme, on a du monde en plateau, vous allez voir, et on va parler de thématiques super intéressantes. Justement, le programme, j'y viens. Aujourd'hui on va parler tout d'abord de natation avec le cercle nageur d'Aix-les-Bains, qui sera avec nous pour parler de toute leur actualité et de leurs différentes disciplines qu'ils proposent. On poursuivra avec un petit peu de boxe et un jeune boxeur aixois qui vient de passer professionnel. Il sera avec nous pour parler de son parcours, de son quotidien et de ses ambitions. Et enfin, pour finir, comme d'habitude, on écoutera les chroniques de Justine et de Driss qui nous partageront les dernières actualités sportives savoyardes et les rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, le décor il est planté. On va commencer tout de suite, comme je viens de le dire, avec le cercle nageur d'Aix-les-Bains qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et on reçoit du beau monde, avec notamment 3 jeunes du club. On a Malone, Juline et Hippolyte. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Très bien. Ça va, t'es content d'être là ? Il y a quand même un peu le stress, mais sinon ça va. Écoute, c'est très courageux à toi de prendre la parole aujourd'hui et de venir nous parler de ta passion, du sport que tu pratiques. On a également en plateau avec nous Céline. Bonsoir, vous allez bien ? Bonsoir, merci, oui. Écoutez, très content de vous recevoir encore une fois dans l'émission. On en a parlé depuis un petit moment en réalité de votre passage ici. On avait vraiment envie de découvrir un peu comme votre club propose beaucoup d'activités différentes. On va notamment en parler maintenant. Je voulais d'abord savoir un petit peu comment est-ce que le club s'organise, quelles sont les différentes sections et disciplines enseignées. Bon, déjà merci de nous recevoir parce que c'est vraiment important pour nous de faire connaître ce nouveau club. Donc le Cercle des Nageurs Aix-les-Bains Riviera. Le club s'organise, il a 3 sections, dont 3 disciplines, la natation artistique, le water-polo et la natation course. On en a pour tous les goûts et tous les âges puisque on va de la section de la partie loisirs, bien-être des enfants jusqu'aux adultes, mais aussi la partie compétition et performance avec des nageurs qui ont des ambitions, des projets. Des doubles projets scolaires et sportifs. Donc c'est vraiment très intéressant pour nous. Aujourd'hui, nouveau club, 300 adhérents, donc une belle avancée. D'accord. Alors donc vous dites que vous avez notamment des jeunes qui sont en parcours alterné, études et sport. Comment est-ce que ça se met en pratique concrètement pour eux ? Alors déjà, tout le monde peut pratiquer dans un cursus normal scolaire, que ce soit en primaire ou au collège et même au lycée. Et puis ensuite, on a un partenariat avec le collège Garibaldi qui propose des classes à horaires aménagés, donc qui ne sont pas aujourd'hui reconnues académiquement, mais qui sont mis en place par le collège, et on les en remercie aussi, qui permet un aménagement de l'emploi du temps, qui permet aux sportifs d'être libérés en milieu de journée pour pouvoir aller pratiquer une activité sportive et ainsi avoir un rythme sportif et école accessible pour aller faire de la performance ensuite. D'accord. En termes de tranche d'âge, ça va de quel âge à quel âge pour les jeunes que vous avez ? Alors ce partenariat-là pour la section, la classe horaire aménagée, c'est de la 6e à la 3e. D'accord. Évidemment, c'est en plein essor sur la performance sportive. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin après, parce que c'est après où scolairement ça devient un petit peu plus difficile et que le jeune veut performer, travailler après sur les études seconde, première, terminale et pourquoi pas les parcours professionnels. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Ok, d'accord. Ok, je vois. Par contre, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à ces classes horaires aménagées, mais ça les empêche pas de pratiquer, de venir s'entraîner tous les jours et de performer. Et pour l'ensemble de vos licenciés, ça va de quel âge à quel âge ? Ça va, on a le plus jeune doit avoir 7 ans, 6-7 ans, et puis le plus âgé, on dira pas son âge, mais il nage vite.
Ok. Non, mais ça, c'est effectivement, du coup, vous avez toutes les tranches d'âge et vous Oui, avez on aussi a- un peu des adultes, c'est ça? Tout à fait. On a des adultes, que ce soit en compétition avec l'équipe Waterpolo National 3, qui est dans une division National 3, D'accord. au bien-être avec notre équipe master, nos créneaux master, où là, il y a des nageurs qui veulent aussi faire de la compétition, mais qui font aussi du loisir. Ok. On en a aussi en natation artistique, puisqu'on a un groupe d'adultes en natation artistique également. Et en natation de course, vous avez un peu de compétition? On a beaucoup de compétitions sur la natation course, du plus jeune âge jusqu'aux adultes. Et c'est quel type sur quel format, on va dire, ils nagent, vos nageurs en natation de course? Alors les nageurs en natation course, on a un petit nageur avec nous qui exerce donc on a toutes les catégories de avenir jusqu'au junior senior. Donc ça peut aller du niveau régional et départemental et pourquoi pas après viser le niveau national. Et c'est quelle distance qu'ils font? Ça dépend, ça peut être du demi-fond sur de la longue distance ou de la vitesse sur des 100 mètres, 200 mètres ou du 50 mètres. Ok, d'accord. Je voulais également savoir un petit peu quels étaient les événements qui allaient bientôt arriver dans votre club. J'en ai notamment parlé en off avec le président du club. Il m'a dit qu'il allait y avoir 2 événements notamment qui arrivent bientôt. On a un week-end, on a un mois de mars assez chargé. C'est un petit peu le tournant des compétitions un petit peu dans toutes les sections. Donc le week-end prochain, on accueille à domicile notre dernier match à domicile en National 3 en waterpolo, le samedi 16 mars à 19h à la piscine d'Aqualac. Et ensuite, on a une compétition pareil à la piscine d'Aqualac le dimanche 17, la compétition sport adapté, parce qu'on a aussi une section et on a aussi des nageurs et des sportifs en sport adapté. Et donc, on a une grosse compétition, on accueille une grosse compétition dimanche 17 mars. Ah, c'est trop bien parce que ça fait un peu le lien avec notre émission d'il y a 2 semaines où on a parlé justement de sport adapté avec le tournoi de parafutsal adapté. Donc vous avez aussi une section sport adapté, ça compte Alors, combien de on n'a pas personnes? une section proprement dite, puisqu'aujourd'hui, ils peuvent pratiquer en valide avec nos sections Ok. valides. Donc, mais on a des athlètes en sport adapté. Ok, très bien. Ok. Et en termes de projet et d'ambition pour l'avenir, le club, il souhaite tendre vers quoi? Augmenter un petit peu ses effectifs, vouloir réaliser des événements un petit peu plus importants? Quand on a monté le nouveau club, l'objectif premier, c'était effectivement de donner l'accès à la compétition et au loisir pour les athlètes natation artistique et waterpolo. Aujourd'hui, l'ambition et le projet club, c'est de faire de la formation de jeunes, de former du plus jeune où on peut aller au niveau de la performance, et c'est de donner l'accès à tous justement sur ces sections-là, pardon. D'accord. Quand vous parlez d'accès à tous, comment est-ce que ça se passe un petit peu pour renouveler les effectifs et que des jeunes intègrent chaque année un petit peu le club? Comment est-ce qu'ils vont, on va dire, ils sont attirés par le cercle nageur? Qu'est-ce que vous mettez en place pour renouveler les effectifs de vos jeunes? Aujourd'hui, on travaille aussi en partenariat avec Aqualac. Quelqu'un qui vient apprendre à nager à Aqualac auprès des maîtres nageurs. Les maîtres nageurs, après, peuvent aussi orienter vers notre club pour faire de la compétition en waterpolo, en natation artistique ou en natation. Ça permet de guider. On a nous-mêmes des écoles de l'eau, qu'on appelle les écoles de l'eau, donc la découverte vraiment de la natation. De la natation, quand on parle de natation, on parle pas forcément de catenage, on parle vraiment de savoir nager, se déplacer, savoir sauter dans l'eau, savoir rechercher un objet en profondeur. D'accord. Et ensuite, en fonction de l'envie de l'enfant et de ses qualités, on va dire, natatoires, on va les orienter vers la section waterpolo, natation artistique ou natation course. Et par section, justement, vous avez, j'imagine, des éducateurs et des professionnels qui s'occupent de la formation. Ça représente quoi en termes d'effectifs? Alors aujourd'hui, il faut savoir que la natation doit être encadrée par des personnes diplômées. Aujourd'hui, on a des entraîneurs avec un diplôme reconnu, qui sont salariés au niveau du club et qui encadrent, donc du plus jeune âge, de l'école de l'eau jusqu'au groupe compétition. Ça représente 4 salariés aujourd'hui et des personnes qui interviennent aussi, toujours diplômées, mais qui interviennent sur des petits horaires et des petites heures sur certains groupes. Ok. Et pour vos jeunes qui commencent à être un petit peu grands, est-ce qu'il y a cette volonté justement de, pour certains, amorcer une transition vers l'apprentissage pour le plus jeune public de vos jeunes, un petit peu comme être un initiateur ou ce genre de choses? Vous parlez pour des métiers peut-être, des métiers futurs ou uniquement sur de... En bénévolat ou pourquoi pas pour des futures vocations à devenir entraîneur? Je pense qu'après ça
ça fait naître des vocations. Ok. Chez certains sportifs, nous-mêmes on l'a été quand on était sportif dans le milieu aquatique. Après, on peut aller vers de la formation sur du sauvetage, sur de l'encadrement maître-nageur. Ça peut faire naître des vocations, oui. Ou même de l'entraînement. C'est possible. De Après, l'entraînement, c'est-à-dire? pour coacher, pour être entraîneur. Ok, ouais. Bah justement, moi, je voulais qu'on passe un petit peu aux jeunes et leur poser quelques petites questions. Si on commençait par toi, Malone, qui fait du water polo. Vas-y, approche-toi du micro, voilà, super. Écoute, moi, j'ai une première question pour toi. Ça fait combien de temps que déjà que tu es au club et qu'est-ce qui a fait que tu lui as rejoint ce club? Bah, au début, je cherchais un club, du sport, parce que je savais pas quoi faire. Et ma mère, elle faisait beaucoup de natation avant. Du coup, elle me proposait au début pour la natation. Après, j'ai appris qu'il y avait du water polo. Donc, j'ai essayé de me renseigner. Puis un jour, il y a un entraîneur, il vient me voir et me dit est-ce que tu voudrais faire du water polo? Du coup, j'ai testé et puis ça m'a plu. Qu'est-ce qui t'a plu justement? C'est quoi qui te passionne dans le water polo? Bah, moi, j'aime bien le sport collectif. Tu te fais des amis. Puis, il y a beaucoup de collectifs. Puis, j'aime bien un peu les sports physiques. Puis voilà. T'avais un petit peu ce truc de l'amour du ballon, t'aimais bien aussi toucher un peu le ballon. Tu retrouves les deux justement dans ce sport, la nage et le ballon? Ouais. Oui. Ouais, effectivement, c'est un bon compromis. Je sais pas ce que t'en penses, Laurine. Mais moi, je rebondis justement. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, quand t'arrives à l'entraînement, tu te dis tiens, c'est cool, aujourd'hui j'ai water polo. Comment ça se passe l'entraînement? Tu commences par quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah, la plupart du temps, on commence à s'échauffer, on commence à faire l'articulaire. C'est-à-dire tout ce qui est pour les hochements de tête, pour s'échauffer les bras, etc. Et après, on fait du cardio. C'est-à-dire les pompes, le gainage, les squats, les burpees. Après, on va dans l'eau et la plupart du temps, on commence par du 100 mètres, crawl. Après, on fait un peu de jambes, c'est-à-dire les jambes de brasse, un peu des battements. Et puis, du rétropédalage, c'est plus pour les gardiens. Est-ce que tu saurais nous expliquer un petit peu s'il y a des postes ou en tout cas des stratégies dans le water polo? Bah, les postes, oui, mais les stratégies, un peu. Dis-nous un poste, vas-y, dis-nous. Il y a l'ailier, l'ailier droit. Est-ce que vous êtes combien sur le terrain de water polo? On est 6. 6 par côté? Et après, il y a un goal en plus. D'accord. Puis après, il y a ailier gauche, demi-ailier gauche, d'accord. Défense pointe, enfin contre-pointe, ailier droite, demi-ailier droit et pointe. D'accord. Qu'est-ce qui selon toi, fait que tu es un bon joueur de water polo? C'est quoi la qualité qui ferait qu'un joueur est très bon? Bah, c'est déjà jouer collectif. Quelqu'un qui a le sens du collectif plutôt? Oui. Parce que jouer solo, c'est bien, mais pas tant non plus. Puis c'est tout, je pense. Toi, tu marques un petit peu des buts? Oui. Tu joues quel poste? Moi, je suis ailier, je crois. Tu crois? Je suis ailier. Ok, d'accord. Puis après, à mon âge, on n'a pas encore les postes réels. Tu t'essayes à plein de postes différents, c'est ça? Ouais. Mais t'aimes bien être ailier? Je préfère. Ok. Bah écoute, je te remercie, Malone, c'est super. Et si on passait à Juline en natation artistique? Bonjour. Salut Juline, tu vas bien? Oui, et toi? Ça va très bien, écoute. Bah pareil, je voulais te demander un petit peu comment est-ce que tu as rejoint le cercle nageur? Ça a commencé comment pour toi? En fait, j'étais avec une copine et on était allé voir un gala. Et ensuite, on a testé un stage d'initiation et on a bien aimé. Et du coup, on s'est inscrit au club. D'accord, ok. Donc toi, tu fais la natation artistique, ça consiste en quoi exactement? Eh bien, on fait une chorégraphie avec de la musique dans l'eau. Et voilà. Vous êtes combien exactement? En équipe, on peut être 8 et en highlight, on peut être 10. Highlight, ça veut dire? C'est un ballet où il y a beaucoup plus de portée que dans une équipe normale. D'accord. Et comment est-ce qu'on s'entraîne justement à faire des chorégraphies et des danses? Ça se passe comment un petit peu? Eh bien, à chaque entraînement, on essaye partie par partie et après on essaye de tout assembler ensemble.
Tout assemble ensemble, c'est-à-dire que vous faites un petit peu en petit groupe et ensuite vous faites une grosse choré toutes ensemble, c'est ça? Non, en fait, on fait morceau par morceau de la choré. Ah ok, et vous après, décomposez. Oui, voilà. Et après, on fait tout en entier. Ok, ça peut durer combien de temps une chorégraphie? 2 minutes 30. 2 minutes 30? Et vous prenez, quand vous en commencez une, ça prend combien de temps à la maîtriser bien? 6 mois. 6 mois? Ok. Et toi, qu'est-ce que t'aimes bien justement dans la natation artistique? J'aime bien l'esprit collectif qu'on a entre les nageuses et les chorés qu'on fait ensemble. Et pareil, j'ai la même question que pour Malone. C'est quoi la qualité qui fait que pour toi, tu es une bonne danseuse artistique? L'esprit d'équipe et la souplesse, la force, etc. Souplesse, ok. Bah, c'est des choses qui se rejoignent un petit peu, c'est plutôt pas mal. En termes de natation artistique, après, toi, t'as envie d'en faire un plus tard quand t'es plus grande, de venir faire un peu du professionnel ou pas? J'ai envie de continuer la natation artistique plus grande. Ok. T'as des amis à toi dans le club qui veulent faire comme toi? Oui, il y en a quelques-unes qui veulent continuer plus tard en pro. D'accord. Moi, je rebondis encore une fois. Je sais que quand je regarde la natation artistique, par exemple, à la télé, je me dis, mais waouh, comment elles font? Ça demande une coordination, une synchronisation. Je trouve ça fascinant. Comment toi, t'arrives à gérer justement la respiration, être synchro avec tout le monde au même moment? Comment tu t'en sors? À l'échauffement, on travaille l'apnée en longueur. Et à force, après, de faire la choré, l'apnée, on y arrive, ça la fait travailler. D'accord. Et comment vous vous rendez compte que vous êtes toutes pareilles au même moment à faire le même mouvement? Tu les vois? Comment vous Souvent, en on rendez se compte? voit. Ouais. Oui. Ok, d'accord. Ok. Bon, écoute, je te remercie. C'est super. Et puis, on va passer à la dernière. Hippolyte, comment tu vas? Moi, ça va super. Écoute, toi, du coup, tu fais de la natation course. Explique-nous un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé à faire ça. T'as commencé quand? Moi, j'ai commencé il y a 5 ans. Et mon père, il en faisait déjà en club. D'accord. Et du coup, ça m'a permis un peu d'y accéder plus facilement. Il t'a transmis un peu la passion? Un petit peu, oui, quand même. Tu le voyais faire en fait plus petit et puis tu t'es dit tiens, si j'essayais, ça a l'air sympa. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Et tu nages quoi exactement comme distance? Tu fais quel type de nage? Dis-nous tout. Bah là, on essaye de toucher un peu à tout, du coup, au début. On n'a pas de spécialité. D'accord. Et là, du coup, on commence déjà à savoir un peu où est-ce qu'on est plus fort que d'autres nages. Voilà. Toi, c'est quoi ta nage où t'es le meilleur? Pour moi, c'est le sans crawl. Mais du coup, ça dépend un peu. Parce que du coup, il y a des nages qui sont plus simples que d'autres à apprendre au début. Et d'autres qui sont plus compliqués. D'accord, ok. Pareil, j'ai la même question que pour tes deux amis. Quelle est la qualité qui fait que tu es un bon nageur? Un nageur qui va vite ou un nageur justement qui est bien technique et qui effectue bien les mouvements? Bah pour moi aussi, c'est le mental quand même. Parce que aller à l'entraînement tous les jours quand même, c'est dur quand même. Tu t'entraînes combien de fois toi par semaine? Moi, 4 fois environ. Ok. Ça peut changer de temps en temps, mais 4 fois. Pareil, toi tu as envie d'en faire un peu plus tard? Tu t'aimerais Oui, quand même. Oui. être professionnel, ça te dirait? Oui, mais c'est quand même dur à y aller. Faut voir. C'est bien d'en avoir conscience, mais toi t'aimerais faire un peu des compétitions en tant qu'adulte et tout ça, c'est ça? Oui. Parce que c'est quoi qui te passionne en premier quand tu fais ton sport? Quand je fais le sport, c'est plutôt la compétition. Ça donne envie de continuer. Le bon stress et voilà. T'as envie d'aller sur les podiums, de finir premier devant les autres? Oui. Ok. Parce que quand tu fais tes compétitions, parce que t'en fais déjà là un petit peu des compétitions? Oui. Ok. Quand tu fais de la compétition, tu es en compétition contre combien de personnes sur une épreuve par exemple? En fait, ça dépend des lignes d'eau. Combien il y a de lignes d'eau par piscine? Ça peut varier entre quoi et quoi? À l'intérieur, c'est souvent entre 5 et 6 lignes d'eau. Et à l'extérieur, c'est vers 8 lignes d'eau par là. Ok. Et tu préfères quand même nager à l'extérieur, à l'intérieur? Les deux c'est pareil? À l'intérieur, du coup, c'est des 25 mètres. Du coup, il y a plus de culbute. C'est plus simple. Je pense pas que tous nos auditeurs connaissent le mot culbute. Ça veut dire quoi exactement? C'est faire des virages. Ok, d'accord, je vois.
Et bah écoute, c'est tout pour moi. Je te remercie beaucoup. Et puis on va accueillir en plateau notre dernier invité du club du cercle nageur d'Aix-les-Bains, Arthur Carras, qui est prof de water polo dans le club. Bonjour Arthur, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Oui, bah ça va très bien. Écoute, je suis content également de te recevoir parce que comme ça là on va avoir un petit peu l'œil de l'expert et tu vas nous dire un petit peu comment ça marche la discipline et puis comment toi tu fonctionnes. Comment c'est un petit peu ton quotidien dans ce rôle-là? Alors nous on a des enfants donc de l'âge de 8 ans qui commencent le water polo. D'accord. Donc on essaie de récupérer des enfants en fait sur l'école de l'eau qui savent déjà nager pour les perfectionner derrière sur tout l'apprentissage du water polo. Donc on a des enfants de U11 jusqu'à donc la nationale 3 qui varie entre des athlètes entre 17 ans, on essaie d'intégrer un maximum les jeunes, donc de 17 ans jusqu'à le plus âgé, on va pas dire son âge, Céline a dit, mais jusqu'à 45 ans, il n'y a pas trop de limite derrière. Ok. Et donc là, on peut pas avoir une équipe qui a du 17 et du 45 ans dans... Alors si, ils peuvent jouer ensemble, okay. Même s'il faut un double surclassement. D'accord. Mais en général, les 17 ans sont intégrés sur les entraînements et dans les équipes seniors. Ok. Toi, du coup, tu suis ceux qui sont en National 3 ? Alors moi, je suis entraîneur des 11 ans et des 13 ans et également joueur de National 3 dans l'équipe première d'Aix-les-Bains. Ok. Ça se passe comment un peu l'équipe? C'est un championnat? C'est une coupe? Alors là, on est en N3, donc championnat régional. Ouais. On est actuellement premier du championnat. Trop bien. Donc on vise la montée. L'objectif du club est de monter en National 2 l'année prochaine. Donc on est bien parti pour l'instant, même s'il reste encore pas mal de chemin. On a notre dernier match à domicile, comme l'a dit Céline, la semaine prochaine à Aqualac. Venez nombreux nous supporter. Bah ouais, c'est clair. Et justement, vous êtes combien dans le championnat de N3 ? Là, on est 8 clubs actuellement. 8 clubs, ok. Donc c'est 8 clubs, ça vous fait 14 journées, c'est ça ? C'est ça, ça fait 14 journées, exactement. Okay. C'est du coup, ça dure toute l'année, phase aller-retour. Ok. Donc un match à domicile, un match à l'extérieur. Et puis là, à la fin du championnat, les 2 premières équipes sont qualifiées pour jouer l'Interligue. Donc là, en fait, on va rencontrer les 2 premières équipes du Sud. D'accord, ok. En l'occurrence, qui vont être Marseille et Aix-en-Provence. Ok. Ouais, donc ça va être un peu des gros morceaux. Ouais, ça va être des belles affiches. Mm-hmm. C'est des équipes qui sont renforcées. C'est pas mal d'anciens joueurs qui jouaient en niveau pro aussi. Donc non, ça va être des matchs très intéressants. On doit passer par là pour monter sur la division au-dessus. Ok. Pour ce qui est de comment ça marche un petit peu le water polo, est-ce que tu peux nous expliquer basiquement les règles et le principe du sport? Alors le water polo, c'est donc un peu comme du handball dans l'eau. C'est exactement le même positionnement que le handball. On a la pointe qui est donc au hand le pivot qui est dos au but. D'accord. On a les 2 ailiers, les 2 demi-ailes, la défense pointe. D'accord. Donc c'est 6 joueurs et un goal. On n'a pas le droit de prendre le ballon à 2 mains, contrairement au hand. Okay. La réception de la balle ainsi que les passes et les tirs se font essentiellement à une main. Tout à une main ou essentiellement? Tout à une main. Tout à une main, d'accord. Okay. Seulement le gardien a le droit d'attraper la balle à 2 mains. Sinon, c'est vraiment tout le temps à une main. Et donc, en termes de positionnement, vous êtes vraiment cantonné à un poste ou vous nagez un peu là où le besoin s'en fait sentir? Alors, ça peut varier parce que ça dépend des faits de jeu. Mm-hmm. Mais sur un coup d'envoi, on commence vraiment avec nos postes vraiment bien précis. Les 2 ailiers, les 2 demi-ailes, pointe, défense, pointe. Ok. Mais ça peut varier. On peut se retrouver dans plusieurs situations compte tenu du match, en fait, compte tenu des actions. Et toi, si tu devais donner ton avis sur la répartition de l'entraînement entre ce qui est purement la nage et puis le jeu de ballon, la stratégie en elle-même, c'est quoi que vous privilégiez le plus? Qu'est-ce qui est le plus important? Pareil, je sais pas. Alors tout est important parce que c'est vrai qu'un bon joueur de water polo est un joueur qui est assez complet, qui nage vite, qui est fort sur les jambes, qui comprend toutes sortes de tactiques qu'on peut adapter en fonction des équipes contre lesquelles on joue. Donc c'est vraiment technique, physique et mental aussi, beaucoup de mental. C'est combien de temps un match de water polo? 4 fois 8 minutes. 4 fois 8 minutes, ok. C'est assez court mais intensif. Ouais, j'imagine que ça doit être quand même vachement intense. Je tiens à préciser qu'on n'a pas pied, parce que beaucoup de personnes pensent qu'on a pied j'y pensais tout à l'heure. À chaque fois. Non, on n'a pas pied dans le bassin.
Vous prenez, c'est pas la peine de se plonger un peu pour essayer de prendre pied. Vous êtes non, parce en permanence en train de nager. On perd du temps. On est tout le temps en mouvement, que ça soit en attaque, en défense. Le seul moment où on se repose, c'est quand on est sur le banc. Okay. Donc, est-ce que c'est tout le temps... vous pouvez sortir, re-rentrer? C'est un peu comme le handball? Exactement comme le handball. Okay. Les remplacements se font en illimité. Parce que comme vous êtes dans l'eau, du coup, ça prend un peu plus de temps de sortir, rentrer, non? Il y a un peu plus de temps mort? Je sais pas. Alors, on peut rentrer et sortir dans l'eau. Les changements se font sur des phases arrêtées. Sur des phases arrêtées? Sur des phases arrêtées, quand il vient d'avoir un but, on peut pas rentrer. Chaque joueur ne peut pas rentrer quand il veut dans l'eau. Sinon, ça intervient... Ça interférait trop le jeu. Quand tu viens de prendre un but, il n'y a pas un mec qui plonge dans l'eau d'un coup pour rentrer dans le jeu et sur une contre-attaque, je sais pas. Non, faut que le jeu soit arrêté. Ok, je vois. Sinon, ça part un peu dans tous les sens. Ça fait un peu water polo camping. Ok, c'est déjà un petit peu plus clair, je pense, pour ceux qui connaissaient pas trop. Et si on revient un petit peu sur ton job d'entraîneur pour les plus jeunes, explique-nous un petit peu comment est-ce que ça se passe, toi, comment est-ce que tu entraînes, tu fais faire quoi exactement à tes jeunes? Alors nous, on a des planifications d'entraînement qui sont donc beaucoup sur de la natation, surtout sur les débuts de saison et sur les reprises, parce que c'est vrai que c'est important de travailler les appuis, travailler la nage. D'accord. Donc on a notre planification qu'on fait en fonction de notre calendrier de match aussi. Donc après toute cette phase physique, donc j'ai dit. Sur la natation, on commence à passer sur du physique, sur de la tactique. Okay. On fait beaucoup de techniques de passe aussi. La technique de balle est très importante, d'autant que les ballons water polo sont un peu plus grosses, beaucoup plus grosses même qu'au hand. Donc elles sont pas tout le temps faciles à manier, surtout pour les plus petits. Les plus petits jouent pas avec les mêmes tailles de ballons que nous. C'est ce que j'allais demander. Okay. Il y a des tailles qui sont adaptées, mais c'est vrai que la technique de balle est très importante et c'est pour ça qu'on la travaille beaucoup à l'entraînement. Ok. Qu'est-ce qui est pour toi le facteur le plus important? Qu'est-ce que tu estimes être le plus important dans tes équipes que tu fais passer en numéro 1, en conseil, en choses à améliorer? Le plus important, je dirais, pour moi, c'est l'attitude. C'est l'attitude qu'a l'enfant déjà à l'entraînement et pendant les matchs, bien sûr. On est dans un sport qui est compliqué. Donc où il faut pas baisser les bras, il faut se battre tous les jours, et c'est vrai que avoir la bonne attitude, c'est vraiment la qualité primordiale pour faire ce sport et pour pouvoir se développer de jour en jour. Parce que du coup, tu as un petit peu un côté gestionnaire aussi, j'imagine, de l'ensemble de ton équipe et tout ça. Comment est-ce que on gère à cet âge-là des jeunes qui ont envie de jouer, qui peuvent passer par des mauvaises passes? À cet âge-là, donc si je prends l'exemple de Malone, on fait pas mal on essaye de faire pas mal de jeux aussi pour que c'est pas mal de travail assez ludique, tout en ciblant un exercice précis, un objectif précis qui est demandé. Après, on doit s'adapter. Un entraîneur doit pouvoir s'adapter avec son public. Et voilà, on essaye de faire au mieux. Ok. Ça te plaît, toi, vraiment, d'entraîner? C'est une passion? Oui, moi, c'est une passion. Je fais du water polo depuis l'âge de 8 ans. J'adore ce sport. J'y ai joué, j'y joue encore. Et non, pour moi, ce n'est pas un travail, c'est vraiment une passion. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi et merci de nous avoir reçus. Mais il n'y a pas de souci, écoute, ça fait vraiment plaisir. Pour le coup, la natation et les sports d'eau, c'est pas encore quelque chose dont on avait beaucoup parlé dans l'émission, voire pas du tout. Donc c'est super. Je voulais simplement reprendre Céline une dernière fois pour poser une petite question en termes d'actualité et puis d'événements qui vont venir. Où est-ce qu'on peut vous suivre pour justement avoir les informations, suivre un petit peu comment les choses évoluent? Alors, on a une page Facebook où vous pouvez voir tous les résultats de nos 3 sections, des nageuses natation artistique, natation course et water polo. On a un Instagram aussi, et puis là, on est en train on espère, on croise les doigts, mais normalement la semaine prochaine, notre site internet devrait pouvoir voir le jour. Alors, il y a déjà une petite page d'accueil du site internet sur le Cercle des nageurs Exlema Riviera, mais on voit là notre site internet. Et puis ensuite, vous pouvez nous retrouver à la piscine d'Aqualac. Il y a toujours des ballons, de la musique et des nageurs. Et puis, il y a toujours quelqu'un pour vous renseigner et vous apporter des éléments de réponse à des questions ou même venir voir. Ne serait-ce que de venir nous voir. Donc, on vous attend nombreux à la piscine d'Aqualac la semaine prochaine.
super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Céline. Merci beaucoup les enfants. Merci à vous de votre accueil. C'est gentil, merci à vous. Et puis on espère encore une fois, pourquoi pas vous réavoir dans l'émission si vous avez encore de l'actualité et des nouvelles choses qui arrivent. On sera toujours ravis de vous accueillir ici. Et puis voilà, merci d'être passé. Merci, avec plaisir. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Et bien écoutez, on va se lâcher quelques petits instants. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour sur les antennes de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie d'émission. On vient de terminer avec le cercle nageur d'Aix-les-Bains. Écoute, Laurine, je pense que là, on a fait un gros tour de tout ce qui se fait dans le club. 3 disciplines hyper intéressantes à découvrir. Je sais pas ce que t'en as pensé. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir notamment des petits jeunes qui viennent nous parler comme ça avec passion de leur sport. Non, franchement, c'était génial. Et écoutez, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Juste avant, je me permets d'introduire Driss qui vient de nous rejoindre. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va super. Bonne première partie. On va continuer avec une seconde tout aussi intéressante. Donc c'est assez cool. Ouais, mais écoute, c'est clair que là on va changer un petit peu de discipline et de registre. On passe sur de la boxe. Un peu plus brutal. Petit peu plus brutal, exactement. Voilà, parce que en fait, on va recevoir. Donc aujourd'hui, il est en plateau avec nous. Il a pu faire le déplacement et on l'en remercie. Jimmy Lalin, qui est un jeune boxeur qui vient de passer professionnel. Il est au club de boxe d'Aix-les-Bains. Salut Jimmy, comment tu vas ? Écoutez, très bien, merci. Merci pour l'invitation déjà. Merci à toi, merci d'être venu. C'est super sympa de pouvoir t'avoir et puis de discuter de boxe. On l'a déjà un petit peu fait cette saison, mais écoute, là pour le coup, toi tu viens de passer professionnel, donc il y avait un petit peu des choses à dire. Et c'est pour ça aujourd'hui que je voudrais commencer par te demander un petit peu d'où est-ce que vient ta passion ? Comment est-ce que ça a commencé pour toi la boxe ? Ma passion, elle est arrivée tard pour la boxe. Tard. Elle est arrivée à 15 ans, on va dire. D'accord. C'est assez tard pour ce sport. Et j'ai pas pu en faire tout de suite. Parce que, famille de 4 enfants, 4 garçons, on n'avait pas forcément les moyens. Ça coûtait assez cher. D'accord. Une licence. Et du coup, ma mère m'a mis au taekwondo à l'époque. Ça coûtait moins cher. Ok. Donc, toujours un sport de combat. J'ai toujours voulu faire un peu le dépassement de soi, tout ça. Ok. Et donc, j'ai fait 2 ans de taekwondo. J'ai fait quelques ceintures, quelques combats. Et après, je suis parti à l'armée. Je suis parti à l'armée à 18 ans, jusqu'à 21 ans. Et en revenant, je me suis dit, c'est peut-être le moment de pouvoir sauter sur l'occasion et de pouvoir prendre ma licence, vu que j'avais des sous forcément. Okay. Donc j'ai payé ma licence, je me suis inscrit au club à Aix-les-Bains avec Philippe Fontanelle. Et là, j'ai tout de suite accroché, à 21 ans du coup. Ok, d'accord. Oui, Philippe Fontanelle, je vois bien. Justement, à quel moment est-ce que tu t'es dit, une fois que tu avais fait tes premières classes et puis que tu avais commencé à boxer, moi j'ai envie de devenir pro? Alors, pas tout de suite, parce qu'au début, l'entraînement, c'était dur. J'ai vu quel type de sport c'était. C'était très très dur, dans le sens où je me faisais allumer, clairement, dans tous les coins, entraînement, sparring. Sparring, c'est une mise de gants. Sûr. Et donc, passer pro, c'est arrivé tard, c'est arrivé à 25 ans. Ok. 25 ans. Donc, du coup, en tant que jeune, toi, après, t'as commencé. C'est quoi qui t'a plu tout de suite dans la boxe? Qu'est-ce que t'as aimé faire? Ça a commencé un peu comment, dans tes premières années? En fait, j'aime bien tout ce qui est compétition. D'accord. En fait, mais la compétition, c'est-à-dire me mettre en compétition moi-même. D'où le sport, le sport individuel. Ok. La boxe, mais qui est aussi un sport collectif. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. J'ai une équipe, maintenant, en tant que professionnel, une vraie équipe derrière moi. J'ai 2 coachs. J'ai préparateur physique, préparateur mental. Il y a vraiment une vraie équipe. Et les sparring partners qui sont là aussi pour me faire évoluer. On évolue ensemble. Mais pour revenir vraiment à la question, en fait, la boxe, c'est un sport très dur. C'est-à-dire que à 25 ans, je me suis posé des questions. Je me suis dit, si je veux faire un truc de ma vie, c'est maintenant. D'accord. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me mettre à fond. Je me suis mis à fond et ça marche. Donc, tant mieux, en fait. Parce que ça a été un petit peu comme une évolution en termes de niveau. T'es monté petit à petit, ou c'est à un moment, t'as eu un déclic et t'as commencé à comprendre un truc et t'as développé un gros niveau et tu t'es senti un potentiel pour faire pro? En fait, voilà, exactement. J'ai eu un déclic, justement, pour revenir à ça, à 25 ans. Okay. En fait, avant, je sortais beaucoup. Donc, en boîte de nuit, tout ça, à l'école, tout ça. Et donc, je m'entraînais, j'avais quelques capacités, mais je sentais que c'était restreint. Parce que mon mode de vie, n'allait pas avec ce que je faisais, avec le sport que je faisais. À la boxe, il y a une phrase qui dit, on ne joue pas à la boxe.
On peut jouer à n'importe quel sport ou quoi, au foot, peu importe, d'autres sports, mais on est blessé, on sort, c'est pas grave, on refera un match plus tard. Okay. À la boxe, on va sur un ring, pas prêt, en ayant bu, en ayant fumé, pas préparé comme il faut, on prend un KO. Et si on prend un KO, on peut avoir des risques d'être handicapé, des risques qui vont beaucoup plus loin. Donc c'est un sport, même si c'est un sport, ça reste très dangereux en fait. Okay. Donc c'est là que je me suis dit, en fait, en grandissant, je vais y aller à fond. Donc j'ai tout arrêté. Les boîtes de nuit, les sorties, l'alcool complètement, la cigarette pareil. Du jour au lendemain en fait, alors que je fumais depuis 8-9 ans. 8-9 ans et j'ai arrêté du jour au lendemain et j'ai vu en fait les progrès. J'ai enchaîné les victoires grâce à mon coach qui m'a bien motivé aussi, Fontanelle. Et j'ai enchaîné les victoires, quelques KO, des trucs pas possibles en fait que vraiment je pensais pas possible avant. Et grâce à ça en fait, à mon engagement, ça a fonctionné jusqu'à maintenant passer pro. Donc comme quoi en fait, l'hygiène de vie est très importante. Ah mais c'est la base en fait. C'est la base et c'est très sous-coté. Il y en a plein qui ont un potentiel, mais dans n'importe quel sport, j'ai envie de dire, mais qui mettent pas leur hygiène de vie en avant, qui passent par la nutrition, le sommeil, l'hydratation. Il y a plein de trucs que j'ai découvert avec le temps, en fait. D'accord. Avec le temps que j'aurais aimé découvrir avant. Mais bon, ça va, je suis pas encore trop vieux pour le découvrir, donc ça va. Ouais, non, mais de toute façon, après, ça vient, bon, ça doit arriver. Et puis toi, si t'as eu ce déclic-là et que du coup, t'es arrivé à passer pro, c'est que ça l'a bien fait comme il faut, ça s'est bien goupillé. Et toi, maintenant que t'es passé pro, qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? C'est quoi un petit peu l'ambition que tu as pour les mois et les années à venir? Alors, comme ambition, en fait, en restant réaliste, parce que, mine de rien, je suis jeune, j'ai 27 ans, mais je suis vieux pour le sport. C'est-à-dire qu'en général, on passe pro, quand on va faire carrière, il y a des mecs qui passent pro à 18-19 ans. Ils ont fait le cursus amateur avant, équipe de France, tout ça, ils arrivent à 20-21 ans, ils passent pro. Maintenant, à 27 ans, je dois voir les choses différemment. Et en fait, là, clairement, mon rêve, c'était déjà de passer pro. Donc maintenant, j'ai atteint le rêve. D'accord. Mais maintenant, je suis au début de ma carrière. Je suis au début d'autres objectifs qui sont beaucoup plus grands. Déjà, on va commencer par l'objectif national, donc devenir champion de France. Et à partir de là, on pourra avoir plus loin. Mais d'abord champion de France, avant d'exposer d'autres ambitions. On va commencer par la base. Donc ça, je me laisse, on va dire, 2-3 ans. 3 ans, c'est bien. Ok, 3 ans. Et après, ça pourra accélérer les choses. Je voulais revenir sur ton récent passage en pro. Qu'est-ce que tu cherches en passant en professionnel? On sait que en boxe, c'est un peu différent. Par exemple, pour faire les JO, il faut rester amateur. Qu'est-ce que tu cherches, toi, en passant en professionnel? Une structure autour de toi, quelque chose de plus concret et te projeter vers encore un futur dans ce sport? En fait, pour les JO, alors depuis peu, on peut faire les JO en étant pro. C'est récemment? C'est récent. Quand on n'a pas le nombre de participants nécessaires, on peut faire appel à des pros qui sont très bons. Okay. C'est arrivé en France, c'est à des pros qui étaient très bons amateurs aussi avant et qui peuvent switcher parce qu'en fait, la boxe amateur et pro, c'est pas du tout la même. On compare ça un peu à un sprint. La boxe amateur, c'est en 3 fois 3 minutes et la boxe pro, un marathon. C'est en 3 fois 12 minutes. En 12 fois 3 minutes plutôt. Ok. Au maximum. Là, je vais commencer en 4 fois 3 minutes au début, dans les premiers combats. La boxe pro, ce que je recherche, en fait, moi, je suis quelqu'un qui recherche l'efficacité. C'est-à-dire que j'ai eu un don, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais je suis quelqu'un mon coach m'a trouvé le terme de puncher. C'est-à-dire que sur un coup, le mec, il peut tomber. Ça arrive en amateur. En professionnel, les gants sont plus petits. Ils sont moins rembourrés. Les rounds sont plus longs, donc on peut plus vite épuiser l'adversaire pour chercher le mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire le mettre KO. Et donc si sur un coup, je peux arriver à le fatiguer et après le mettre KO sur un coup, du coup, ça me plaît plus. Tandis que le format amateur, ça me correspondait plus, c'était trop rapide en fait. Au début, pendant un mois, je me faisais dépasser par des mecs de très très bon niveau. Récemment, en Coupe de France amateur, je suis tombé sur quelqu'un, un très bon amateur, et j'ai fait, c'est plus pour moi. C'est plus pour moi, faut que je passe au niveau au-dessus, au niveau professionnel. Et on va plus poser les choses, poser la boxe, analyser plus, vraiment chaque combat et on recherche le combattant. On va plus analyser. Dans la gestion. Ouais, vraiment plus dans la gestion. J'aime bien la façon intelligente de boxer en fait, analyser, préparer mon plan d'action et pouvoir passer à l'attaque ou à la défense pour après pouvoir surprendre l'adversaire. C'est mettre en place une vraie tactique en fait sur le long terme. Donc changer totalement de style de boxe un peu. Exactement. On change pas vraiment de style de boxe. Moi, je suis quelqu'un qui va être plus sur la défense et la contre-attaque. D'accord. Je peux aussi attaquer s'il faut. Mais je sais que je suis comme un diesel. Mais ça, je l'ai su avec le temps. Dans les premiers combats, au début, même les 15-20 premiers combats, j'en ai 32 en amateur. Les 15-20 premiers combats, j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que je savais pas encore mon style vraiment, en fait. Mais après, on trouve son style et là, on peut s'adapter en fonction. C'est pour ça qu'il faut quand même un vrai cursus amateur
et que c'est pour ça que la fédération de boxe valide pas non plus n'importe quel passage en professionnel. Il y a certaines conditions. Et aussi un truc important en pro, c'est qu'on peut avoir, il y a des titres qui sont pas les mêmes qu'en amateur. Et on est payé, bien sûr. C'est aussi une des raisons. Moi, c'est pas ça qui m'a motivé, parce que pour l'argent, pour vivre tout ça, j'ai mon travail à côté. En France, malheureusement, on peut pas en vivre du sport. Dans beaucoup de sports d'ailleurs, mais en tout cas pas au début. Mais c'est pas pour les sous que je fais ça. Moi, c'est pour les titres, pour la reconnaissance. C'est voilà pour marquer ma petite époque, on va dire. Voilà, à mon petit niveau qui, j'espère, sera grand un jour. Et prendre du plaisir surtout, parce que. Bien sûr, c'est la base. On prend du plaisir. Je prends du plaisir, mais sans jouer. Il y en a qui vont prendre du plaisir en jouant, comme tout à l'heure je disais par rapport au foot, on va jouer ou quoi. Mais je prends du plaisir, mais en étant sérieux. Maintenant, je me dis dans ma tête, quand je vais monter sur le ring, quand je m'entraîne, que c'est mon métier. Je peux plus faire les choses comme avant. Si je me blesse, c'est pas grave. Je fais un sparring là, je me blesse, c'est pas grave. Non, si je me blesse, ça me retarde dans ma préparation, ça retarde dans tous mes objectifs. Donc je fais ça en mode vraiment, c'est mon métier. Comme quand je vais au travail le matin sur Genève. Là, dans ma tête, quand je vais à l'entraînement, je vais au boulot en fait. Donc quand je suis en repos par rapport à mon travail principal, je suis pas vraiment en repos, je suis encore au travail en fait. Donc, voilà, quand je rentre, quand je mange, quand je dors, je vis boxe en fait. Mais la boxe, c'est ça. Tous les boxeurs, je pense, qui sont vraiment dedans, ils vivent boxe. C'est un sacrifice. Ouais, c'est 7 jours sur 7. C'est tout le temps. On vit boxe. On se lève. Un état d'esprit. C'est ça. On se lève, on se pèse, on va se coucher, on se pèse. On fait attention à combien de litres on boit par jour. Non, mais on devient malade. Franchement, c'est un délire. Non, la compétition en boxe, c'est un état d'exigence qui te permet aussi de performer ensuite. En fait, quand on se dit qu'il n'y a pas le choix, quand on prend l'exemple sans les copier, mais en s'inspirant de tous les champions qu'on a eu jusqu'à présent, ils sont tous sacrifiés. Il n'y en a pas un qui a réussi sans se sacrifier. J'en connais pas. Ouais, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Voilà, il y a le talent bien sûr, mais le talent au bout d'un moment, il est battu par le travail. Je vois, donc ça fait 6 ans que je boxe, j'ai dépassé certains, ça je dis ça sans me vanter bien sûr, mais j'ai dépassé certains qui sont reposés que sur le talent en fait, qui boxent depuis 10, 15 ans, et qui malheureusement sont restés dans leurs acquis. Ils n'ont pas cherché à évoluer, à aller puiser sur la nutrition, comme j'en parlais tout à l'heure, l'hydratation comme il faut, les petits plus on va dire en fait. Et ils sont restés au même niveau en fait. Ils ont stagné pendant que moi je suis allé beaucoup plus loin, plus vite, parce que j'ai écouté les bonnes personnes avec les bonnes méthodes. Et donc ça c'est aussi grâce aux gens qui m'ont beaucoup entouré aussi bien sûr. C'est une belle référence à Usain Bolt aussi, qui disait que l'entraînement c'est l'arrière du décor et où il y a énormément de sacrifices, et les jours de compétition où il savourait clairement, et que c'était un peu le spectacle, et c'est pour ça aussi qu'il y avait autant de prépa et de temps passé en arrière-plan à être prêt pour le jour J et performer comme il faut. Mais en fait la préparation est tellement longue, et pour ça Usain Bolt c'est très bien comme référence, parce qu'il s'entraîne pour courir 10 secondes. Les mecs, enfin même pas 10 secondes, 9 secondes 50, combien, voilà, on va être précis, c'est quand même un record. Et ils s'entraînent pour courir si peu de temps, mais le nombre d'heures d'entraînement par jour, parce que là on est quand même au niveau professionnel, moi je parle pour moi dans la boxe, on est à 2 entraînements par jour, le matin footing assez tôt, le soir entraînement après le boulot, le samedi, le dimanche c'est repos, on se repose quand même, il faut du repos bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, il y a tellement de sacrifices, on peut plus sortir le soir, on loupe des anniversaires parce qu'on doit faire attention à ce qu'on mange, on loupe par rapport à la diète pour perdre le poids, pour arriver en forme et au poids au combat. En fait, voilà, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais il y a beaucoup de sacrifices. Et ça, c'est valable pour tous les sports, je pense. Ok. Moi je rebondis, c'est vrai que pour le coup moi la boxe, peut-être que d'ailleurs tu pourras nous le dire, il y a sûrement moins de femmes que d'hommes, bon voilà, c'est une chose, mais c'est vrai que moi c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, mais je me suis demandé, au départ quand on commence, voilà, en amateur forcément, et quand on en arrive à passer professionnel, une journée type, qu'est-ce qui se passe de ta journée? Le matin tu te lèves, comme tu disais, t'es à fond boxe, tu penses que boxe, mange boxe, tout boxe, t'arrives à l'entraînement, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi en premier? Comment ça se passe en fait? Alors, donc, je vais répondre dans l'ordre. Pour les femmes dans la boxe, il y en a moins que les hommes, c'est sûr. Mais il y en a de plus en plus. Là, je vois au club, par exemple, l'année dernière, cette année, il y a de plus en plus de femmes, dont ma copine d'ailleurs. Je l'ai rencontrée à la boxe il y a 2 ans et demi. Et donc elle est pas en compétition elle, hein. Elle est en boxe loisir, même si elle aurait le niveau pour faire de la compétition amateur clairement, mais elle veut pas, voilà, c'est un choix. Et mais il y a de plus en plus de femmes qui s'y mettent, parce que les femmes veulent aussi apprendre à se défendre. On vit dans un monde de plus en plus dangereux. Et aussi sans cet aspect défense, il y a aussi l'aspect déstressant.
La boxe, c'est réputé, et même c'est par des médecins, moi, j'ai pas les noms, mais je l'ai vu sur un article en fait, et comme vraiment, c'est une thérapie. Un exutoire. Voilà, c'est un exutoire. Taper dans un sac de frappe, il y en a, ils vont taper la première fois, ils vont se mettre à pleurer. Voilà, c'est une thérapie vraiment. Okay. Donc il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à la boxe, bien sûr. Ensuite, une journée type, je vais parler quand je suis en préparation de combat. Là, j'ai un combat que je prépare, donc mon premier combat pro pour le 16 mars, donc samedi prochain. Ah, c'était bientôt. Au casino à Aix-les-Bains. Journée type de préparation, on va dire pendant bien 1 mois et demi, 2 mois. C'est donc le matin, je travaille. En fait, je travaille donc pour être précis, je travaille à Genève, donc de 7h à 18h. Je travaille 3 à 4 jours par semaine dans le domaine de la sécurité. Et donc le matin, je me lève à 4h30, on va dire. Je vais aller courir une petite demi-heure pour mettre en route le corps et courir vraiment à faible intensité. Ensuite, donc je prends mon petit déjeuner, tout ça. Donc un petit déjeuner qui est géré par ma nutritionniste. C'est pas elle qui me le prépare, hein, c'est moi qui. Elle fait mon plan. Elle est pas chez moi tout le temps. Hein. Elle prépare mon plan et moi après je fais. Ensuite, donc je vais au travail. J'ai 1 heure et demie de route. Je fais ma journée de boulot. Je finis à 18h. J'arrive à Aix-les-Bains à 19h, 19h30. Et là, je m'entraîne jusqu'à 21h environ. Et c'est des grosses journées. Et ouais, c'est des grosses journées. Je pars de chez moi. Clairement, il est 5h30. Je reviens, il est 21h. Et pour ça, d'où encore le sacrifice. Mais ça, c'est tous les boxeurs en fait font ça. Là, sauf ceux qui arrivent à en vivre, bien sûr. Hein. Mais voilà, ils ont su attirer les promoteurs qu'il faut, les partenaires. Donc respect à eux. Franchement, c'est un très gros boulot derrière aussi. Et ensuite, donc de la boxe. Clairement, le soir, c'est de la boxe. C'est vraiment on tape au sac de frappe. Après, on fait mise de gants, sparring. Beaucoup de cordes à sauter, de renforcement musculaire, des pompes, des abdos basiques, de la préparation physique aussi. Mon préparateur mental, avec qui je fais beaucoup de physique, pour vraiment relier le mental au physique. Et quand on se sent dépassé physiquement, et là, on met en place les préparations qu'on a fait en amont pour vraiment relier amener le mental et se dépasser encore plus. Et après, il y a de la natation aussi. Je me suis mis à la natation depuis peu pour me professionnaliser en boxe, pour développer d'autres atouts, on va dire. Notamment la respiration, c'est complètement différent en natation. Donc vraiment pour entrer dans une autre méthode de respiration. Donc ça, c'est vraiment récent. Et la course à pied. La course à pied, donc le footing tous les matins et des séances intenses le samedi matin, on appelle ça des séances pistes. On va faire 10 fois 400 mètres. À titre d'exemple, on va dire en 1 minute 20, on va faire 400 mètres, on va se reposer 1 minute, on va repartir ça 10 fois, après des sprints. Et voilà, tous des trucs intenses en fait. Intenses, mais aussi des séances plus cool pour pouvoir récupérer. On n'est pas tout le temps dans le dur en fait. Le corps, au bout d'un moment, il se blesse et il performe pas. Et avec une telle intensité de journée, des journées, des fois, je suis sûre, on n'en voit pas le bout. On n'est pas fatigué ? Il n'y a pas... Si, on est tout le temps fatigué, mais en fait, le corps, c'est une super machine, le corps. En fait, c'est juste qu'elle est trop sous-cotée par beaucoup, malheureusement. Mais quand on sait bien l'utiliser et bien la huiler, comme une voiture, quand on met les bons ingrédients, la bonne essence, la bonne huile, le corps, il peut aller très loin. Et ça, je l'ai appris en fait dans ma période militaire, donc pendant 3 ans. On faisait des choses pas possibles, on dormait pas et on arrivait à faire des choses, mais pas dormir pendant des heures en partant en mission en Afrique ou quoi, pas dormir pendant des heures, rouler pendant 10-15 heures en voiture sans fermer l'œil. C'est des trucs de ouf en fait, clairement. Et là, c'est le mental qui prend le relais. Donc le corps, il est capable de faire des choses bien plus hautes que ce qu'on pense. Mais il faut quand même le repos, bien sûr. Et c'est pour ça que le soir, donc je rentre à 21h, je mange, je me lave, je mange, je me couche, il est 22h, et je me réveille du coup à 4h30, 5h maximum. Donc j'ai mes heures de sommeil, en fait, dont j'ai besoin. Très bien. En tout cas, j'en ai appris beaucoup, je suis plutôt contente. Et si on parle un petit peu de valeur de la boxe, c'est quoi, toi, si tu dois en citer quelques-unes, celles qui te tiennent le plus à cœur ? Qui me tient à cœur dans la boxe, c'est... le respect. En fait, c'est un sport où il y a énormément de respect. Malgré ce qu'on peut croire, parce que c'est un sport quand même où on met des coups à l'autre, on veut quand même nuire à l'autre, on va dire ouais, mais c'est de la bagarre. Et en fait, non. Il y a une différence entre bagarre et boxe. La boxe, on va mettre en place un game plan, on va pouvoir attaquer, trouver les failles de l'adversaire. On tombe, on se relève. Voilà, c'est un peu comme la vie. La boxe, c'est la vie, c'est l'école de la vie. La vie, ça va être dur. Des fois, on tombe, des fois, on se relève, on avance, on recule, on se défend, on attaque. Voilà, c'est vraiment l'école de la vie. Pour moi, c'est la meilleure école. Donc, ouais, une des valeurs, c'est le respect et le dépassement de soi. Tout le temps se dépasser, chercher plus loin, pousser au maximum son corps.
Et puis voilà. Et là, j'y repense parce que tu nous as parlé de l'armée quelques fois. Tu pensais, au moment où tu t'es mis à la boxe en rentrant de l'armée, de tes années d'armée, que ça te servirait autant ce que tu avais vécu et ce que ça t'avait appris là-bas? Alors, pas du tout. Honnêtement, non. Quand j'ai quitté l'armée, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai fait l'armée. Après, je suis allé surveillant. J'ai fait surveillant dans un collège parce que je savais pas trop quoi faire en fait. Et je trouve que j'avais juste mon bac. Et après, grâce à ce métier de surveillant, j'ai trouvé un emploi dans la sécurité. Et en fait, en étant surveillant, j'ai rencontré, il y avait trois élèves qui m'ont dit, bah écoute Jimmy, on voit que t'aimes bien les sports et tout, il y a un club de boxe. C'est là en fait que je me suis inscrit, c'est grâce à ces trois élèves que je me suis inscrit à la boxe. Et en fait, c'est par hasard, hein, c'est par hasard. Je me suis rappelé qu'à 15 ans, je voulais en faire. Je me suis mis, voilà. T'avais un peu lâché ça? Ouais, j'avais lâché l'idée, en fait. Pourtant, j'en avais fait à l'armée. J'avais fait 2-3 entraînements comme ça, par-ci, par-là. Et pareil, j'ai pris une rousse. Voilà, j'étais pas prêt. C'était à l'armée. Les gens, il y en a qui savaient à peu près boxer. Mais non, j'aurais jamais pensé que l'armée, ça m'aurait servi autant, en fait. Vraiment dans le dépassement mental. Ouais, sur le mental, si tu dois ressortir un petit peu des clés comme ça qui te permettent de passer outre les difficultés, de relancer le corps, voilà, une énième fois, aller chercher les efforts au plus profond de toi-même. C'est quoi mentalement les clés que toi tu mets en place, les petites astuces, Les petites astuces, en vrai, c'est l'entraînement très dur. Entraînement très dur quand je suis au bout. Ça m'est déjà arrivé de pleurer tellement c'était tellement dur, tellement on va puiser dans le corps, on va stresser le muscle en fait, que le corps il lâche, il pleure. Et là je me dis, là je suis allé très loin. Là je me suis bien, et là en fait je suis content. Ça m'arrive rarement. Et quand ça arrive là, bon déjà je connais ma limite du coup. D'accord. Et je sais qu'il faut repousser un peu plus loin la prochaine fois et au fur et à mesure. Mais voilà, c'est se rappeler en fait des moments très très durs de l'entraînement, de la diète. Quand je suis en combat et que je vois que je suis mal en point, ça m'est arrivé de tomber par terre à mon deuxième combat sans casque en amateur. Je suis tombé, ça a duré 5 secondes par terre. Et pour moi, ça a duré 2 minutes en fait. 2 minutes pendant lesquelles je me suis dit, attends Jimmy, tu t'es sacrifié autant. T'as vécu tellement de choses. Tu veux pas tomber là en quart de finale régionale. Il faut te relever. T'as pas le choix. Et en fait, tout ça, ça a fait son cheminement et ça m'a permis de me relever. D'où l'aspect mental en fait. Et à la fin, j'ai gagné par KO. Donc en plus, voilà. Donc pour moi, c'était un des meilleurs combats. D'accord. Mais voilà, d'où l'aspect mental qui est super important. Il faut tout le temps aller chercher très dur, très 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 loin pour pouvoir se rappeler ces moments-là. Mais dans la vie, c'est pareil, je pense. Quand on vit des choses dures, quand on traverse d'autres choses dures, on se rappelle on se rappelle de là où on est passé. Et on dit, j'ai réussi à surmonter ça, je peux surmonter ça. Et une fois qu'on a surmonté ça, on va se rappeler ça et au fur et à mesure. Ok. Bah écoute, moi j'aurais plus qu'une question à te poser. Où est-ce qu'on pourrait suivre un peu ta progression et ton actu de combat et tout ça? Est-ce que tu as des réseaux sociaux, ce genre de choses? Ouais, sur Instagram, je suis de plus en plus actif. Parce que maintenant que je dois gérer un peu ma communication, du coup pour les combats et pour me faire connaître aussi, parce qu'on a beau s'entraîner à fond et devenir un peu bon, on va dire, si on n'est pas connu, on reste dans l'ombre. Et il y a plein de combattants en France qui sont pas connus malheureusement, alors qu'ils sont très 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 bons. Du coup bah ouais, j'ai Instagram, on tape Jimmy Lalin, on me trouve normalement, Jimmy LLN. Et donc voilà, notamment beaucoup Instagram. Et au casino bien sûr le 16 mars au casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. Avec la pesée la veille. La pesée en professionnel se fait la veille. Donc au bureau. Ce sera au bureau à Grésy-sur-Aix à 18h. D'accord. Bah écoute, le message est passé. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience, ton ressenti et puis ton quotidien un peu de boxeur et de jeune boxeur professionnel. On te souhaite tout le meilleur. Et encore une fois, si tu veux repasser dans l'émission pour nous parler un peu de tes premiers combats en pro, de tes premières grosses victoires, n'hésite pas à revenir nous voir, on sera ravis de t'accueillir. Et bah avec plaisir, merci beaucoup. Merci Jimmy d'être passé. Rentre bien. Voilà, on finit la page box et puis on va aller faire les chroniques, mais juste avant ça, on se quitte avec une petite pause musicale sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, écoutez-nous, on est là pour vous. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour sur les antennes de Radio Grand Lac pour cette dernière partie de l'émission 9 de 1 partez. Eh bien, on a fini avec la page boxe. On a pris un très bon moment avec Jimmy Lalin pour parler de son quotidien de jeune professionnel de la boxe. Je vais te donner un petit peu la parole. Driss, dis-nous ce que tu en as pensé, toi.
Bah écoute, super expérience. On était vraiment plongé dans le quotidien dans son quotidien, et moi ça m'a vraiment bluffé de faire autant de sacrifices et parfois à certains moments rester dans l'ombre. Et voilà, donc il continue de travailler sans relâche. Même là, il nous a dit qu'il y retournait. Donc là, il part à l'entraînement. Voilà. Donc force à lui, et on sera là au Casino d'Aix pour le supporter. Et avec plaisir, je viendrai j'irai le voir. Exactement, on peut lui souhaiter que la victoire pour son premier match en pro, et c'est clair qu'avec un parcours comme ça, hyper inspirant, c'était très très agréable de discuter avec lui et puis de l'écouter. On va passer aux chroniques de Justine et Driss, et puis on va commencer avec toi, Justine. Pour commencer, tu voulais nous parler de bobsleigh notamment, qu'est-ce qu'il en est ? Et oui, ce week-end à la Plagne, vous pouvez aller assister au championnat de France de bobsleigh, mais aussi de luge et de skeleton. Samedi, vous pourrez admirer de 14h à 17h le bobsleigh à 2 et le skeleton. Et dimanche à la même heure, on laisse place au bobsleigh, cette fois-ci à 4, et à la luge. Tout le week-end, en plus des compétitions, vous pouvez profiter d'une belle exposition d'engins dans l'univers du bobsleigh et d'animation musicale. Donc c'est l'occasion de découvrir des sports qui sont encore trop méconnu, et dans une belle ambiance. En plus, l'accès il est gratuit, donc pas d'excuses, et rendez-vous à la Plagne. Exactement, un peu de bobsleigh, tiens, ça change. C'est vraiment des sports qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir. Donc si vous êtes un petit peu curieux, n'hésitez pas à y aller. Tu voulais également nous présenter un super événement qui arrive à Tignes, un événement qui est international, c'est le Mountain Shaker. Et oui, le Mountain Shaker, c'est quoi ? C'est une semaine de festivités autour de 4 événements. Le French Freeride Series, qui est une compétition freeride de ski, du coup. Le FISE Experience Series, compétition de skateboard. Les deux sont ouverts à tous. Et il y a aussi la Coupe du Monde de Big Air et la Coupe du Monde de Slopestyle Ski et Snowboard. Donc, pour aller voir les meilleurs riders mondiaux. Pour animer ça toute la semaine, il y aura des animations, des concerts gratuits, des projections de films, bref, de quoi passer une très bonne semaine. Et ça commence samedi à 9h avec le freeride, et le 16 mars, la finale homme de slopestyle clôturera cette 3e édition en beauté. Exactement, là franchement, à Tignes, en plus comme il a neigé ces derniers jours, c'est parfait pour cette semaine de ride avec des riders en ski, en snow et puis en skateboard, avec notamment l'événement de la FISE qui vient à Tignes, donc c'est proche de chez nous, un événement organisé par une fédération internationale, donc franchement c'est du pain béni pour nos amis les fans de riders. Alors n'hésitez pas à monter à Tignes, ça va être incroyable. Pour terminer, Justine, tu venais nous parler d'un événement à Aix-les-Bains, qu'est-ce que c'est exactement ? Et oui, c'est les 10 km d'Aix-les-Bains, j'en parlerai plus en détail lors de la prochaine émission, mais les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour participer à la 11e édition des 10 km d'Aix-les-Bains le 24 mars 2024. Les places sont limitées à 2500, donc ne tardez pas trop. Et pour chaque inscription, 1 € est reversé à l'association Luciole, qui a pour objectif d'améliorer le quotidien des enfants malades hospitalisés pour une longue durée. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est une bonne raison pour aller se défouler tout en profitant du lac. Exactement. Encore une fois, on va vanter les mérites, en tout cas, du paysage et puis de la beauté du secteur local. Et puis peut-être que l'équipe de 9-2 Partez va aller se dégourdir un peu les jambes pour la bonne cause. Je sais pas ce que vous en dites. C'est beaucoup 10 km. Ouais, 10 km, ça va, c'est pas non plus le bout du monde. C'est un peu long quand même, 10 km, mais ça va. Je pense qu'on peut gérer. Ou alors on divise en 4. C'est pas mal aussi. Ouais, sinon Justine, tu viendras la sortir du lit. Merci beaucoup Justine. Et puis on va passer avec Driss. Driss, tu voulais commencer par la page foot habituelle avec un petit peu de Chambéry-Savoie Football. Quelle est l'actualité du club chambérien ? Alors, fin de série pour nos Chambériens, malheureusement. Pour rappel, en 2024, c'était 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc cette défaite arrive au pire des moments, parce qu'on commence le sprint final pour cette montée en N3, en N2, pourquoi pas. Mais pour en avoir parlé avec certains joueurs, on m'a dit qu'il y avait pas mal de fatigue cumulée. On sait qu'ils avaient joué en Coupe de France très tard. Et puis surtout des suspendus, des blessés. Donc ça entache un peu cette partie de cette saison, mais on espère que le CSF reviendra plus fort. Il reste 9 matchs pour les jaunes et noirs pour tenter de monter. Donc on est tous derrière. On ira peut-être faire un tour au Chambéry-Savoie Stadium pour les supporter un petit peu et relancer la machine. Est-ce que par contre nos Aixois vont un petit peu mieux ou pas ? Exactement. Et là on attendait cette victoire 5-1 face à Chantilly-Laval à l'extérieur en plus. Leur dernière victoire remontait au 19 novembre, donc ça faisait pas mal de temps.
Ils sortent enfin de la zone de relégation, donc ça donne un peu d'air pour nos Aixois. Il faudra enchaîner dès samedi face à Vaux-en-Velin qui sont 8e, donc à leur portée, et on espère qu'ils continuera sur une deuxième victoire consécutive. Ouais, mais c'est clair. Là, si la machine elle se lance une bonne fois pour toutes, ça peut vraiment faire une belle fin de saison. Exactement, se sauver et se préparer pour l'année prochaine pour espérer un peu mieux. Je vais passer à Annecy, qui la situation est toujours aussi compliquée pour nos Annéciens. Ils avaient un match très 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 important face à Quevilly où ils ont fait un 0-0 avant une nouvelle défaite face à Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. Ils perdaient 2-0, mais ils ont réussi à réduire le score, qui leur a permis ensuite d'espérer une fin de match houleuse. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. On espère pour Annecy que ça va tourner. Il leur reste aussi une dizaine de matchs, donc on espère qu'ils arriveront à se maintenir. On a vu que dans seulement 2 journées, ils rencontreront Dunkerque, qui sont premiers non relégables. Donc c'est un match très important qui pourrait sceller leur sort. Et on verra que pour Annecy, il faudra aller gagner ce match à Dunkerque. Eh ben écoute, faut se préparer d'ici là et on leur souhaite bonne chance. Il faut y croire à cette belle fin de saison du FC Annecy. Il y a encore quelque chose à jouer. Il faut surtout pas se décourager pour nos Annéciens. Un petit peu de basket avec Aix-Maurienne, bien sûr, nos locaux. Comment ça se passe en ce moment pour nos basketteurs locaux? Après 3 défaites, les Aixois regoûtent à la victoire, donc ça fait énormément du bien. Important car Évreux était juste devant, avec la manière en plus 12. Le match de demain est tout aussi important car c'est un déplacement en type qui est juste devant eux aussi. Donc pour nos Aixois, 2 semaines consécutives très importantes et on va les suivre et on espère que ils vont se mettre à l'abri le plus tôt possible pour ce maintien. Il faut passer aussi à la Halle Marioz, écoute, il va falloir se déplacer un petit peu pour supporter nos clubs locaux. Un petit mot de hand avec la team Chambé, les hommes d'Éric Maté, ça se passe comment en ce moment? Une année 2024 qui commence pas très très bien, 2 défaites consécutives, surtout la dernière, +5 face à Chartres. Nos Chambériens qui pointent au 9e rang à 6 points des places européennes. Et le prochain match ne va pas aider parce que samedi, ils se déplacent à Paris pour affronter le leader, le PSG. Donc il faudra faire le dos rond et reprendre. Pourquoi pas tenter un coup? Contre ils l'ont fait la saison dernière. Exactement. Donc pourquoi pas? On peut espérer que nos Barjots remportent ce match. Donc on suivra bien sûr leur déplacement à Paris. Exactement, allumez la télé, supportez depuis votre canapé les Chambériens, et puis on va finir avec une autre discipline et un autre club de Chambéry, le hockey. Exactement. 2 vilaines défaites, et notamment la dernière face à Épinal 6-1, mais ils renouent avec la victoire contre Meudon au tir au but. Dernière ligne droite, dernier match de championnat de saison régulière face à Nantes. On espère qu'ils iront le gagner, ils sont toujours 6e qualifiés pour les playoffs. Donc il faudra maintenant se concentrer sur les playoffs et qui arrivent dans moins de 2 semaines. Donc une belle saison pour nos Chambériens. Maintenant c'est le dur, c'est le sprint final, c'est une belle option pour aller en Ligue Magnus. Donc on espère et on sera derrière eux. C'est là où il faut pas lâcher. Et on sait que c'est dur physiquement pour nos Chambériens. On les avait reçus. À l'époque, ils étaient encore en problématique de Coupe de France. Ouais. Depuis, ils se sont un peu libérés de ce poids, même s'ils avaient l'ambition d'aller jusqu'en finale. Ils avaient bien géré cette élimination avec plusieurs victoires de suite. Mais c'est vrai que maintenant, c'est leur véritable objectif de la saison. Ce sera cette lutte pour les playoffs. Exactement. T'as tout à fait raison. Écoute, merci beaucoup, Driss. Merci à toi. Merci beaucoup, Laurine, pour cette émission. Merci à tous d'être restés avec nous. Là, franchement, aujourd'hui, on a passé plein de choses en revue. Vous avez un petit peu des inscriptions si vous voulez participer aux 10 km d'Aix-les-Bains. Il y a un match de boxe avec Jimmy Lalin qui joue au casino. Plein d'actu. Exactement, le 16 mars prochain. Et donc, on va se retrouver dans 2 semaines, 15 jours, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. 24h/24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio.